Mozart aurait-il été heureux de disposer d'un Steinway de 2010? L'aurait-il préféré à ses pianos forte? Et Chopin, entre un piano romantique et un piano moderne, qu'aurait-il choisi? Avec les avatars du piano, Ziad Kraïdi, pianiste et musicologue, convie le lecteur à un voyage à travers les âges du piano, à travers ses qualités gagnées et perdues, à travers ses métamorphoses. Oui, alors pourquoi un livre sur le piano? Alors l'idée de ce livre me taraude depuis bien longtemps. Quand j'étais encore au conservatoire, je faisais des études de pianoforte, d'orchestration. En même temps, j'étais complètement passionné par l'orchestration, notamment l'orchestration au XXe siècle. C'est-à-dire comment, à travers l'écriture, travailler le timbre, au-delà de celui qui joue, de l'instrumentiste. Et à la même époque, je découvrais les pianos anciens et je les écoutais un peu, non pas comme un pianiste, mais un peu comme un orchestrateur. Et puis juste après, j'ai fait des études d'organologie, c'est-à-dire c'est l'étude des instruments de musique, comment ils sont faits, leur histoire, etc. Et naturellement, j'ai associé le timbre d'un instrument à la manière dont il est fabriqué. Et donc, voilà. Et puis petit à petit, je me passionnais pour les pianos anciens, j'en jouais. J'avais la chance de découvrir des pianos qui m'intriguaient énormément, qui me passionnaient. Alors, je ne voulais pas faire mon doctorat à l'université, donc en musicologie, sur le piano. J'avais déjà l'idée de ce livre en tête, donc il y a à peu près 10 ans, même un peu plus. Je voulais le faire librement, loin de toute institution et sans autorité. Takemitsu a pensé l'organologie. Peu de compositeurs se sont intéressés d'ailleurs à cette question, parce qu'il était confronté lui-même à l'orchestre symphonique occidental, et il s'était intéressé pour les instruments de la tradition japonaise ancienne. Et quand il avait écrit November Steps, c'est une pièce pour orchestre symphonique, et shakuhachi et biwa, c'est-à-dire la flûte en bambou traditionnelle, une des flûtes traditionnelles japonaises et un des luths traditionnels, il avait vraiment constaté la différence. Il avait trouvé les instruments traditionnels non transposables, c'est-à-dire qu'ils étaient liés à une région géographique, et l'orchestre moderne occidental, sans lien avec un endroit géographique. Alors moi, pour le piano, je pensais un peu la même chose. Je trouvais que le piano de mon époque, le grand piano moderne Steinway, était joué partout dans le monde, qu'il n'y avait plus de différence entre une région et une autre. Et quand je m'intéressais à l'histoire, au piano ancien, je constatais qu'il y avait une énorme différence entre Paris et Vienne et Londres, par exemple, à l'époque, au début du 19e siècle, par exemple. Quand je m'intéressais à ces pianos anciens, plus j'avançais dans ma recherche, c'était en même temps l'organologie, comment ils étaient faits, pourquoi ils étaient faits aussi, je me posais plein de questions, et comment ça sonnait aussi. Je me rendais compte que ce que je pensais, ma vision de la question était très différente de ce que j'entendais, notamment dans le monde du piano, et que beaucoup de choses changeaient dans ma tête. Donc j'avais une autre vision de la question, d'où l'idée d'écrire un livre, parce que j'ai considéré que j'avais quelque chose à dire par rapport à l'histoire du piano, et je souhaitais qu'on l'appréhende d'une autre manière. Pourquoi cette attirance pour l'histoire du piano? Oui, alors c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer, c'est une passion pour les pianos anciens. Une fois, j'ai eu la chance de jouer et d'écouter jouer par d'autres, deux pianos à queue, Pleyel et Erard, de la fin des années 1830, début des années 1840. J'étais vraiment sidéré. Je ne savais pas que deux pianos à queue de la même époque pouvaient être si différents. Si on prend par exemple l'époque de Chopin, il y avait des centaines de facteurs en région parisienne. Donc il y avait énormément de modèles différents. Il y avait des pianos girafes, des pianos pyramides, des pianos carrés, les pianos à queue, les pianinos que Chopin adorait, les petits pianos droits qui sonnent magnifiquement. Et il y avait beaucoup de mécaniques différentes, beaucoup de cordes différentes, etc. Les claviers n'étaient pas de même taille. C'est un univers insoupçonnable pour nous, hommes du XXIe siècle. Et pour se faire une idée de la sonorité des pianos de l'époque de Chopin, un instrument ne suffit pas. Il faut connaître l'ensemble des pianos joués à une époque donnée, et ça peut être des pianos neufs, mais aussi des pianos qui ont 10, voire 20 ou 30 ans. La difficulté du livre, c'était déjà le plan. Le plan, comment l'envisager? Vous avez remarqué qu'il est très concis. Pourquoi est-il concis? Parce qu'il a une énorme bibliographie sur le piano. Et je ne voulais pas redire ce qui a déjà été dit. C'est un livre qui présente dès le début un concept central, c'est-à-dire les avatars du piano, avatars signifiant en même temps transformation, incarnation et aussi mésaventure.
Je pense que c'est la vie du piano, moi je le vois de cette manière, et tout le long du livre, je développe ce concept de manière circulaire. Le premier chapitre, c'est un peu une étude sociologique de la situation. Pourquoi les pianistes modernes n'aiment pas les pianos anciens? Ça m'a beaucoup intrigué, parce que normalement, qu'ils préfèrent Steinway, on comprend parfaitement, parce que d'un côté, Steinway, ce sont d'excellents pianos, et puis ce sont les pianos qui ont dominé la deuxième moitié du XXe siècle. Selon mon analyse, il n'y a jamais eu de véritable progrès dans l'histoire du piano. Chaque époque a connu des pianos parfaitement aboutis qu'on ne peut pas refaire. Et chaque fois qu'on a gagné quelque chose, on a perdu quelque chose, autre chose en même temps. On ne peut pas avoir un piano dans lequel on trouve toutes les qualités de tous les pianos de l'histoire. C'est impossible. Au-delà d'une marque donnée ou même d'une région donnée, le piano a toujours gagné en puissance. En puissance du son, c'est-à-dire, je parle en valeur absolue, c'est-à-dire en décibels, et non pas en signification musicale, bien sûr. J'ai constaté que même au XXe siècle, que les Steinway de 2000 sonnaient plus fort, étaient plus forts, plus puissants que les Steinway de 1900. Et cela m'a beaucoup intrigué parce que dans tous les livres, on dit que le piano moderne, il est né vers 1870 à peu près, et puis il n'a jamais changé. Et donc il y a ce qu'on appelle l'équilibre des registres, c'est-à-dire comment les basses sonnent par rapport aux médiums, par rapport aux aigus. Et quand on augmente tout, tout se transforme. Ce n'est pas la même chose en plus puissant, mais c'est une transformation beaucoup plus complexe. Et je me suis basé sur les partitions, sur les chefs-d'œuvre du piano, d'où certains exemples musicaux dans le livre, pour démontrer ce qu'un piano plus puissant voilà, ce qu'il ne peut plus faire. Notamment certaines indications de pédales chez Chopin, parce que comme on sait que Chopin était un des pionniers dans l'utilisation de la résonance du piano, et qu'il notait scrupuleusement ses pédales sur les partitions, et en analysant les partitions, vraiment, ça m'a pris un peu de temps, j'ai constaté que c'était en fonction de l'harmonie qu'il notait la pédale, et non pas comme on le fait tous de nos jours, on change toujours la pédale, selon la note de la mélodie. Pourquoi? Parce que si on regarde longtemps la pédale sur un piano très puissant, les notes se brouillent, le son devient cacophonique. Donc on change tout le temps la pédale. Et ce style, cette caractéristique stylistique chez Chopin, pour moi, elle est primordiale, elle est perdue à jamais. Voilà. Évidemment, ça ne veut pas dire que je n'aime aucun des pianistes du XXe siècle, bien au contraire. Mais là n'est pas la question, c'est-à-dire je ne suis pas en train de juger l'interprétation des œuvres. Je dis ce que le piano fait et ce qu'il ne peut pas faire. Alors après, on peut en discuter, on peut aussi discuter d'un hypothétique enrichissement avec la puissance. Je ne suis pas contre cette idée-là, mais moi, ma démarche, c'était de voir le piano dans son évolution, dans tous ces changements, dans ces avatars qui ont duré 3 siècles et qui vont probablement continuer. Une des idées aussi essentielles, c'est que moi, je critique fortement la standardisation du piano moderne. Je pense que les Steinway actuels, qui sont très bien faits, j'en suis convaincu, seraient beaucoup plus appréciés s'ils avaient vraiment d'autres concurrents avec des esthétiques différentes. Le problème, c'est qu'à part quelques petites différences entre Steinway, Bösendorfer, etc., il n'y a pas de différence fondamentale dans la volonté derrière un piano. C'est-à-dire, on désire faire des pianos très robustes, très puissants, etc. L'esthétique, c'est figé. Et ça, depuis... C'est le XXe siècle qui a vraiment consacré cette rigidité, et depuis la deuxième moitié du XXe siècle, c'est très flagrant. Donc on a une énorme standardisation, et ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de pianistes, beaucoup de personnalités très différentes, d'un point de vue musical, disent exactement la même chose par rapport au piano. Dans mon livre, je ne parle pas des différences entre les différentes marques d'aujourd'hui, parce que je considère que comme mon livre traite l'histoire de manière très globale, elles ne sont pas si importantes que ça. Ça ne veut pas dire que je les ignore. Alors, il y a aussi une idée qui se dégage un peu de mon livre, parce qu'on décrit toujours la facture du piano comme en étant strictement musicale. Et moi, je pense que c'est faux. Évidemment, la facture a un aspect musical, mais elle dépend de beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Par exemple, la révolution industrielle au XIXe siècle a plus influé sur l'histoire du piano que le goût des uns et des autres, même que le goût d'un facteur donné ou d'un pianiste donné, même si cela n'est pas à négliger. Et donc, il y a une marche inéluctable vers plus de puissance. Je pense que c'est lié à notre civilisation, plus qu'au goût des uns et des autres. Au XXe siècle, la technologie a énormément influé, bien sûr. On a analysé le son des pianos, on a cherché à supprimer, on a analysé avec les moyens technologiques liés à l'électronique, bien sûr, on a cherché à supprimer certains harmoniques pour avoir plus d'égalité, d'homogénéité dans le son.
Alors moi, je suis contre le concept d'égalité. Je pense qu'il n'existe pas. Le concept d'égalité sonore est une illusion. Parce que maintenant, nous, on trouve que nos pianos sont très égaux, que c'est très homogène, qu'on peut jouer fort et doux dans tous les registres, par exemple dans l'extrême aigu, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Chopin, par exemple. Mais je suis sûr que dans les époques à venir, peut-être on ne sera plus là, nous, mais certaines personnes trouveront des caractéristiques dans nos pianos que nous, on est incapable de voir. Moi, quand je dis piano, ce n'est pas... Alors, pour la plupart des gens, c'est le piano qu'on voit dans les grandes salles de concert, c'est-à-dire le grand Steinway D. Moi, quand je dis piano, c'est toute l'histoire du piano. Donc, je pense que quand on lit les avatars du piano, je ne cherche pas à faire des disciples, hein, mais je souhaite que le lecteur pense des choses qu'il n'a jamais pensées et qu'après, qu'il se fasse son avis. Donc, je l'invite à voir les choses différemment. L'appel à publication qui a été lancé il y a quelques mois par les éditions Beauchesne pour un nouveau livre collectif concernant le piano. Pourquoi cette idée? Parce que je considère que je ne détiens pas la vérité et qu'en faisant ma recherche, mon enquête, en voyageant, etc., j'ai trouvé que les gens qui connaissent les pianos anciens n'ont jamais le même avis, que chacun ramène son idée du piano au piano qu'il a connu, et que par contre ceux qui adorent, qui vénèrent le piano moderne, ils sont tous d'accord à 99% près, d'où l'idée d'un ouvrage collectif qui met dans un même bouquin des avis très différents et des analyses différentes sur les zones méconnues du piano. Oui, alors le disque dont vous parlez, il s'est fait très, très spontanément. J'ai préparé un concert avec les 4 premiers recueils des pièces lyriques de Grieg, compositeur norvégien que j'admire énormément, qui m'attire beaucoup. Et en travaillant chez moi, j'ai trouvé que mon piano, donc le piano que vous voyez, sonne parfaitement avec ces pièces de caractère romantique, des pièces intimes. C'est une musique de salon, c'est la grande musique de salon bien sûr. Alors j'ai contacté mon ami et producteur Ludovic Denayer qui vient de fonder son label, le label LDN. Alors je dis à Ludovic, est-ce qu'on peut envisager un disque chez moi? Il m'a dit on peut essayer. Donc après le concert, on a passé une matinée, on a groupé des amis, on a fait le concert et ça s'est très bien passé. D'où l'idée de ce disque. Alors, l'originalité, c'est que c'est un piano droit de 1867, et à ma connaissance, jamais un piano droit de cette époque-là n'a été enregistré. Il faut savoir que c'est un piano droit cadre en bois, donc vous appelez n'importe quel marchand de piano, il vous dit de le jeter. C'est un piano qui ne vaut rien du tout dans le marché. Je serais même incapable de le vendre à 50 €, peut-être à 10 €. Vous savez, le prix d'un piano n'a pas grand-chose à voir avec sa valeur artistique. Et l'art est quelque chose, et l'argent c'est autre chose, même s'ils se sont toujours été liés. En tout cas, l'art et le pouvoir ont toujours été liés. Mais trouver un piano de cette époque-là, en état qui fonctionne bien, c'est très difficile. Par contre, des épaves, on en trouve encore, mais pas beaucoup. Hein. Je pense qu'en France, on n'est pas conscient de la valeur de notre patrimoine. Ce sont des pianos qu'on jette, malheureusement, alors que c'était encore l'âge d'or de la facture française de piano. C'est un Erard. Erard, c'était des pianos de très grande qualité, très bien faits. Ce qui est particulier à ce piano, ce qui me plaît, c'est qu'il est déjà tricordes, c'est-à-dire il a 3 cordes par note, mais il a encore une énorme douceur. Les cordes sont parallèles, elles ne sont pas droites, comme les pianos des années 40 par exemple, les pianos droits, elles sont obliques, mais parallèles, ce qui donne une parfaite harmonie entre les basses et
et le registre médium. La mécanique, elle est très simple. C'est une mécanique de piano droit qui permet de jouer très doucement. Je trouve que l'acoustique de ce lieu, donc mon salon, mon petit salon, convient parfaitement à ce que je voulais faire. Et puis c'est aussi la chance de jouer sur mon piano, parce que comme vous savez, les pianistes, très peu de pianistes, font des disques sur leur propre piano. Alors par rapport à la prise de son, pareil, Ludovic Denayer respecte toujours l'acoustique du lieu. Donc il ne cherche pas à embellir le son du piano. Au contraire, il recherche à le restituer tel qu'il est. Et donc, il capte l'espace acoustique autour du piano. Et il ne met pas les micros près parce qu'il souhaite capter le son pendant qu'il vibre. Parce qu'il considère que c'est beaucoup plus proche de ce qu'on entend réellement. Donc le disque restitue le son qu'on perçoit quand on est à 2 ou 3 mètres du piano.